bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures, donc le 24 février et 12h34. Un petit peu de retard, mais on va rattraper. On va recevoir aujourd'hui Madame Danielle Minacci, qui est conseillère départementale, présidente de la commission environnement, solidarité énergétique et prévention des risques majeurs. Bonjour. Bonjour Iman. Bonjour. Vous Bonjour aux allez téléspectateurs. nous parler, faire un petit bilan de votre commission donc pour l'année 2024 et parler des projets et perspectives pour 2025 et 2026. On revient avec vous tout à l'heure. On va recevoir aussi Sylvie Rosier, notre chroniqueuse du ZCL. Elle nous parlera de comment développer l'autonomie et la responsabilisation pour une équipe plus efficace. Et ensuite, avec Sarah Assia, notre chroniqueuse, on parlera de transformer notre relation à la nourriture, passer de la culpabilité à la liberté. Voilà pour les invités du jour. Au niveau du journal de l'actualité, on reviendra sur la visite du département à Marie-Galante. Monsieur Losbar et ses différents élus locaux ont pu parler de la rénovation et de la rénovation de l'aérodrome et l'ouverture de cette nouvelle liaison entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante. Il a été aussi question du lac ou Papillon, donc un premier village départemental qui vise à rapprocher les services publics des habitants. On reviendra sur ce sujet. Il a aussi été question de Petit Bourg avec un diagnostic en vue pour réaménager le littoral de Bovis, donc une façon d'améliorer l'espace public. On reviendra aussi sur ce sujet ainsi que sur le nettoyage de la plage de Dé pour la ponte des Tortues. Et bien sûr, on parlera du carnaval avec le Bémao Mimas qui a eu lieu ce dimanche, tout en couleurs et en énergie. On va commencer par le premier sujet qui est la visite officielle du département à Marie-Galante. Ils ont parlé, ils ont pu voir la rénovation qui a eu lieu à l'aérodrome permettant l'ouverture de cette nouvelle ligne entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante. 3 vols par semaine seront assurés, une clé de développement touristique, ainsi qu'ils ont pu évaluer et lancer ce premier village départemental Lac ou Papillon. Donc c'est un dispositif qui vise à rapprocher les services publics des habitants, répondre aux préoccupations locales et parler de santé, d'infrastructures et de développement économique. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Effectivement, nous avons fait le choix de venir à Marie-Galante, mais sur 2 jours, pour constater les engagements que j'avais pris, soit lors de nos précédentes visites ou encore de la signature des contrats pays avec les 3 villes. Et ma satisfaction, c'est que les choses ont pu être réalisées. Nous avions pris un engagement très fort concernant l'aérodrome pour qu'on puisse relancer une activité régulière. Ce sera chose faite dès le mois de mars. Le département a fait un travail admirable. Nous les remercions vraiment. C'est un travail structurant pour le long terme, que ce soit la piste, le parking, et puis là, les 3 derniers mois, un travail sur l'aérodrome lui-même pour pouvoir accueillir les passagers. Et c'est vrai que le président Losbar a mis vraiment la barre haute. J'ai bien donné donc les garanties qu'au-delà donc du collège unique, les 3 autres sites seront des lieux d'activité. Il appartiendra aux municipalités de déterminer quelles activités qui seront réalisées sur ces sites. Nous avons pu voir aussi l'aménagement à Saint-Louis de la salle polyvalente, également le réseau routier, puis un engagement que j'avais pris dans le cadre de la convention avec l'usine pour mettre en place les bassins de décantation. Nous les avons visités, donc c'est chose faite. Également la dératisation, et j'ai pu avoir la satisfaction. Le président Créator disait que effectivement les choses sont en train de se mettre en place. Il y a plus de 20 ans qu'on travaille ce dossier, j'ai envie de dire qu'on supplie la région de faire ce qu'il faut. Nous avons été entendus dans un premier temps, il y a à peu près 3 ans, par la présidente Borrell, du temps de sa mandature, qui a refait la piste. Et M. Losbar a vite compris qu'il ne suffit pas d'avoir une structure, mais il faut qu'elle fonctionne. Et c'est pour cela qu'il a mis tout en œuvre pour qu'aujourd'hui, on ait une compagnie qui va assurer des vols réguliers. Donc c'est une vraie satisfaction. Apprécier aussi la venue du président du département avec ses équipes pour voir effectivement comment les engagements pris tantôt, depuis 1 an et demi, 2 ans, ont été menés à bien
et comment de nouveaux engagements ont été pris, donc ce qui nous place dans une trajectoire de réalisation de structures, réalisation d'outils structurants pour le développement de Marie-Galante et notamment de Saint-Louis. Moi, c'est le concret qui m'intéresse. On voit ce qui se passe à Marie-Galante. Je ne serai pas à Cabestère, à Marie-Galante, c'est important. Le village est à Cabestère. On a des projets à Cabestère, il y a des projets à Grandbourg, il y a des projets à Saint-Louis. C'est ça qui m'intéresse. Que Marie-Galante bouge, que Marie-Galante est ouvert et vers l'extérieur, vers la Caraïbe. Voilà donc une visite riche en échanges qui a montré cette volonté d'avoir des actions concrètes adaptées aux besoins du territoire. Et on va continuer dans cette mouvance avec notre interview avec Madame Danielle Minacci, qui est donc conseillère départementale, présidente de la commission environnement, solidarité énergétique et prévention des risques majeurs. Donc bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous expliquer l'émission de votre commission? Alors, il faut savoir que le département est propriétaire de la plus grande superficie foncière de la Guadeloupe. Donc, la mission, c'est de préserver, de protéger et de développer. Donc, c'est en quoi consistent nos missions donc, dans cette commission. Donc, c'est d'aider les partenaires qui œuvrent à mettre en place leur politique. Donc les associations, les EPCI, les communes, nous-mêmes aussi, puisque nous sommes aussi acteurs avec l'ONF et le Parc national. Nous avons des acteurs, des opérateurs qui nous aident à mettre en place nos politiques. D'accord. Quels sont les défis majeurs auxquels la Guadeloupe est confrontée en matière d'environnement face à ces risques naturels? Alors, c'est deux choses. Oui. Donc, les risques naturels d'un côté et la préservation des espaces naturels d'un autre côté. Donc, la préservation des espaces naturels, ce sont les ENS, ce qu'on appelle les espaces naturels sensibles, donc qui sont propriété du département, mais également aussi de particuliers. Donc, notre mission, c'est d'essayer de ramener ces espaces naturels sensibles qui ne sont pas encore dans le patrimoine départemental, donc à travers des achats, puisque on peut acheter des espaces naturels sensibles pour pouvoir les protéger. Donc les garder en l'état, puisque dans ces espaces, il y a quand même des espèces aussi des espèces endémiques. Il y a de la préservation aussi de sites historiques, on peut retrouver par exemple, je ne sais pas moi, un lieu incontournable d'histoire. Donc il faut quand même laisser en l'état pour les générations futures déjà. Et donc pour éviter que ce soit dévalorisé ou même que ça tombe vraiment dans la destruction. D'accord. Et donc par rapport au risque naturel, vous me disiez qu'il y avait donc l'aspect, la deuxième partie. Voilà, dans la mission qui nous est confiée, en tout cas la mienne, c'est que nous avons cette partie qui est préservation donc de tout ce qui est dans le développement durable déjà, puisque nous avons la préservation des espaces naturels, comme j'ai dit. On a aussi la souveraineté alimentaire dans laquelle on se dirige aussi, donc l'agriculture par rapport aux enfants, par exemple l'éducation aux enfants pour apprendre à bien manger, donc préparer les enfants à cultiver, donc à travers les jardins créoles que nous mettons en place dans les collèges avec le concours de la commission enseignement. Donc plusieurs collèges participent. Et on va encore en avoir d'autres. Le but, c'est quand même d'inciter pratiquement tous les collèges à adhérer au programme. Et d'un autre côté, on a, la sécurité publique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les risques majeurs. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui peuvent se compléter puisque nous sommes tributaires de la nature. Donc, en concernant donc, les risques majeurs, on est sur le risque sismique, le risque volcanique et le risque aussi cyclonique. Donc, ces missions-là, nous ne sommes pas l'État, nous ne prenons pas à charge la protection, mais nous cherchons plutôt à prévenir, à sensibiliser les enfants, le grand public aussi, à travers, nous avons un sismobus, donc c'est un simulateur de séisme qui circule dans les écoles, qui est mis aussi à disposition des associations qui veulent sensibiliser le public.
Donc, ces missions sont faites avec le concours d'une association, avec l'AGEV, donc qui entretient ce sismobus, qui le met à disposition et qui a aussi les opérateurs. Et aussi, nous avons donc un contrat avec l'OVSG pour la préservation de tout ce qui concerne, enfin pas la préservation, pour la protection en amont de tout risque volcanique. Donc cette combinaison donc, des deux fait qu'on est quand même sensibilisé pour la population pour éviter une catastrophe. Nous avons beaucoup de risques en Guadeloupe. Nous sommes confrontés aussi au tsunami, donc confrontés aux risques cycloniques. Donc tous les risques possibles sont là. Donc c'est à nous de sensibiliser la population. Donc c'est de les aider à prendre conscience en fait. C'est pas vraiment de faire à leur place, mais les aider à prendre conscience que nous vivons dans un territoire qui est soumis à des aléas climatiques. On parle maintenant beaucoup de transition énergétique et c'est un défi majeur. Quelles sont les actions que le conseil départemental a pu mettre pour encourager ces énergies renouvelables? Alors, par rapport à ces énergies renouvelables, nous avons entrepris de mettre des panneaux solaires sur la plupart des bâtiments administratifs du conseil départemental. On est aussi dans les bornes électriques. Donc aussi dans la réduction de la consommation énergétique. Donc ça concerne essentiellement les bâtiments administratifs pour l'instant. Alors les collèges vont peut-être adhérer, donc dans les nouvelles constructions, prendre en compte toutes ces énergies renouvelables plutôt que l'énergie fossile. D'accord. Est-ce que justement comment on pourrait favoriser un accès équitable en matière d'énergie en Guadeloupe, notamment avec les personnes qui sont un peu plus vulnérables? Je n'ai pas compris la question. Oui, comment favoriser un accès équitable en matière d'énergie? Parce que beaucoup, on est sur du solaire, il y a eu des panneaux solaires à moindre coût. Est-ce que c'est dans ce type d'action qu'il serait idéal d'aller? Alors, ça serait idéal. Pour l'instant, ce n'est pas le domaine du département. C'est la région qui finance donc toutes ces aides pour acquérir donc les panneaux solaires, pour les ventilateurs, pour éviter la consommation de climatisation. Voilà. Donc, c'est plus le domaine de la région, mais nous sommes favorables. Pour l'instant, nous n'avons pas ce budget ni cette mission, mais ça pourrait le devenir. D'accord. Donc là, en matière de risques majeurs, donc vous avez parlé de le sismobus, les risques majeurs qui sont cyclones, séisme et submersion, puisque tsunami, c'est l'un des risques majeurs. Quelles préventions ont été mises en place avec le concours du département? Alors, la prévention même, c'est du domaine de l'État. Pas la prévention, la protection, c'est du domaine de l'État. Donc, par exemple, pour la submersion, pour les tsunamis, il y a des exercices qui sont mis en place avec le concours des communes, de l'État, donc le Caraïbe Wave. Donc ça, c'est un exercice annuel qui est mis en place et sur lequel on s'appuie. Mais nous ne sommes pas vraiment dans la prévention du risque de tsunami, puisque un tsunami est imprévisible. Hein. C'est juste mettre en garde la population, savoir aussi comment réagir. Puisqu'il y aura, si en cas de tsunami, on aura quand même les pompiers, les services de secours, enfin tout ce qu'il y a comme mise en place en cas de problème. Donc ces exercices-là consistent essentiellement à gérer l'après, finalement, pas l'avant, puisque ce risque-là, on ne peut pas le prévenir. Donc là, c'est plus en matière de sensibilisation, d'éducation? Oui, savoir que ça existe, voilà. Donc faire de l'éducation, pour que les populations sachent quoi faire s'il y a une alarme, s'il y a des procédures qui sont mises en place. Donc, lorsque nous n'avons pas encore eu de tsunami, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer ou qui pourrait se passer. Je ne sais pas. Donc, nous avons des procédures qui sont là et que nous devons appliquer. Mais bon, espérons qu'il n'y ait rien. C'est tout ce que je peux souhaiter pour la Guadeloupe. Concernant le risque cyclonique, nous le connaissons, puisque déjà, moi, je travaille même à Météo France. Donc, le risque cyclonique, on en parle chaque année, puisque nous avons la saison. Justement, les campagnes sont faites quand même. Hein. Elles sont plutôt faites au niveau de l'État,
au niveau du département, puisque le risque cyclonique, c'est une alerte, hein, c'est la population qui se met en alerte. Donc, ce risque cyclonique n'est pas vraiment du domaine départemental, mais on est conscient aussi qu'il y a de la protection, par exemple, le nettoyage des rivières, du curage, enfin tout ce qu'il y a qu'on pourrait accompagner au niveau des communes. Donc, toute cette préparation en amont, elle est du domaine des compétences du département. Mais le reste, effectivement, c'est du domaine de l'État. Donc, ça, on a parlé de ces deux risques-là. Nous avons aussi le risque sismique, nous l'avons évoqué. Donc, pour les enfants, nous avons donc on avait mis en place des kits de survie qu'on leur avait proposés l'année dernière. Donc, on compte expérimenter encore avec d'autres écoles. Donc, c'est des petits sacs avec un minimum de sécurité. Il y a un petit casque, il y a des aliments secs, il y a un sifflet. Enfin, c'est un petit sac de survie, donc qui est dans la classe. Et que chaque élève, enfin, les enfants ont été sensibilisés à utiliser ce sac. C'est-à-dire, on les a mis en condition pour qu'ils réagissent en cas d'alerte, puisque l'alerte, elle va être sonore. Donc, dès qu'on l'entend, on court. Donc, tout cela, c'est fait avec le concours des associations. Ce n'est pas vraiment le département qui peut porter, mais on peut financer. Voilà. Donc, quels sont les projets qui sont en cours pour 2025 et 2026? À quel niveau? Tout ce que vous faites en matière de environnement, solidarité, tout le domaine de compétences dans lequel... Alors, on a beaucoup de projets, hein, puisqu'on est sur un projet à Le Teil, par exemple, au Moule, pour faire un écoparc. Donc là, le projet est entamé, c'est-à-dire que nous avons déjà entamé les études avec l'aide de la CEMAG. Donc, c'est un projet... ça va consister? Alors, ça va être... il y a déjà un barrage. Donc, vous le connaissez, le barrage de l'Éteil. Donc, c'est une vaste étendue d'eau. D'ailleurs, je vois des images, je crois, ce n'est pas là, hein, mais celle d'avant, il me semblait. Donc, le barrage de l'Éteil, en fait, c'est une réserve d'eau pour les agriculteurs. C'est de l'eau agricole qui est là, qui est stockée. Mais quand nous l'avons visité, moi, je suis allée avec un de mes collaborateurs. Nous avons fait le tour du parc. Et effectivement, c'est un espace magnifique qu'on pourrait mettre en valeur. Donc, on a proposé ce projet au président, hein, qui a adhéré. Donc, c'est de le mettre à disposition du grand public pour pouvoir l'utiliser, faire des circuits pédestres ou bien en cyclotourisme, enfin, à vélo. Et puis aussi utiliser le plan d'eau. Donc mettre des kayaks, voilà, des choses qui ne perturberont pas non plus la faune, puisque nous avons une faune sauvage qui est là. Donc préserver aussi tout le côté bois qu'il y a derrière, là, puisque à l'arrière de la réserve, on a quand même un très beau bois. Donc ce sont des espèces qui ont poussé, hein, mais qui sont devenues maintenant, ce sont des arbres. Donc, ce n'était pas endémique, mais aujourd'hui, on va les garder, les préserver pour la biodiversité. Et donc, voilà. Donc, le projet est en cours pour en faire quelque chose, un éco-parc, c'est-à-dire un parc pas d'attraction, hein, mais un parc où les enfants pourront venir, les familles pourront venir... s'amuser, se restaurer, puisqu'il y aura aussi des restaurants. Enfin bon, le projet, il est bien construit sur un aménagement complet pour qu'on puisse... Ça, c'est prévu pour... Alors là, je vous ai dit, on est à la phase d'études, hein, toujours. Hein, donc, il n'y a encore aucune pierre de posée. Mais la CEMAG travaille déjà dessus. D'accord. Vous avez d'autres projets comme ça? Alors oui, on a un projet à la Ramée, à Sainte-Rose, pour l'alimentation. Donc, faire... une ferme pilote, hein, avec des agriculteurs qui voudront bien adhérer au projet, pour qu'on arrive, pas forcément à la souveraineté alimentaire telle qu'on l'entend, hein, on ne pourra jamais être autonome, mais c'est de mettre beaucoup de cultures nouvelles ou bien même des cultures qui ne sont pas proposées sur le marché, mais les mettre à disposition aussi à la vente. Donc, c'est un projet aussi qui est déjà... en cours, hein, puisque le président l'a déjà validé. Donc, aller vers tout ce qui est aquaculture, aquaponie, travailler aussi avec
les chercheurs, hein, puisque on a le professeur Henri Joseph qu'on avait reçu aussi pour un projet sur l'indigo. Donc on a quand même beaucoup de pistes hein, d'amélioration de notre agriculture pour éviter de rester dans les mêmes cultures, la monoculture ou dans toutes les mêmes cultures que l'on connaît. Donc diversifier pour mettre en place enfin, quelque chose pour que la population puisse vraiment adhérer vraiment à cette consommation locale. Pour créer aussi le projet, j'imagine. Enfin, participer de façon active. Exactement. Oui. D'accord. D'autres projets éventuellement ou bien déjà ça a fait 2 gros dossiers? Oui, on a deux gros projets. Oh, on en a d'autres. Hein. On a sur le centre des Abîmes, là où il y a le jardin d'essai. Donc, c'est le projet aussi aux mains de la CEMAG pour les études hein, qui ont déjà été proposées. On nous a déjà montré le projet. Donc, c'est d'en faire un parc urbain, c'est-à-dire un parc où on va se promener, où on va organiser aussi des manifestations, des mini-concerts, des expositions. Donc, en faire vraiment un parc citadin, à l'instar de ce qu'on peut trouver ailleurs. Tout à fait, d'accord. Donc, de beaux projets à venir pour permettre justement de sensibiliser à l'environnement, à la préservation et au mieux vivre ensemble. C'est un peu ça. C'est cela, c'est se réapproprier notre territoire, en profiter, puis le laisser aussi en bon état, puisque nous avons quand même des générations. La terre ne nous appartient pas. On est là en locataire, donc il nous faut la préserver, puisque ceux qui étaient là avant nous, alors pas tous, mais bon, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de dégradation. Donc c'est de restaurer le système aussi, autant qu'on peut, pour le laisser en bon état à ceux qui viendront après nous. Oui. En tout cas, ce sont des défis de taille, vraiment qui vont nécessiter une mobilisation de chacun et assurer un avenir qui est durable, on va dire. Exactement, tout à fait. Merci pour votre intervention. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Sylvie Rosier. On parlera d'autonomie encore et de responsabilisation pour avoir une équipe plus efficace. À tout à l'heure. Voilà, de retour sur le plateau du 7CL pour cette deuxième partie. On va recevoir tout à l'heure Sylvie Rosier, bonjour, qui est sur le plateau, notre chroniqueuse. On parlera autonomie et responsabilisation pour une équipe plus efficace. C'est ça. Tout un programme. On va revenir sur l'actualité et parler diagnostic. Une façon originale de faire un diagnostic en marchant, une méthode participative qui permet aux habitants et aux techniciens et élus de la ville de se réunir pour identifier ensemble des points d'amélioration des espaces publics. Et dans ce cadre, un diagnostic a eu lieu concernant le réaménagement du littoral de Bovis à Petit-Bourg. On voit un reportage de Michel Depape. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je dirais, le démarrage d'un travail avec les habitants sur des espaces qui ont été libérés de constructions qui étaient en zone de menace grave, qui étaient menacés par l'érosion côtière, par le risque d'effondrement de la falaise littorale. Donc il y a en août 2023, on a procédé avec l'agence des 50 pas à la démolition d'un certain nombre de constructions pour lesquels on avait relogé les familles sur le secteur de Saint-Jean. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de marcher sur le site, de faire un diagnostic partagé. Nous avons juste en face le littoral de Bovis, alors littoral que nous gérons par rapport au risque que nous avons. Il y a depuis une vingtaine d'années que nous travaillons sur ces risques. Vous voyez ici, il y a des maisons sur le trait de côte. Alors effectivement, depuis quelques années, nous avons des études qui nous permettent de dire que cette zone est dangereuse. Donc il a fallu dans un premier temps pour nous de relocaliser ces populations. Donc ça a été la première partie de notre opération, qui dure depuis déjà 3-4 années. Donc nous avons pratiquement terminé de relocaliser les gens qui étaient en danger sous cette zone. Et dans cette deuxième partie, avec toute la population qui est ici, nous prenons leur avis avec nos différents partenaires
pour pouvoir aménager cette zone et sécuriser pour les populations, pour la population restante, mais aussi pour le reste des populations sur le bourg, le petit bourg. L'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on fait de ces espaces qui sont aujourd'hui libérés, mais en menace, et de voir est-ce qu'on peut en faire une... Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ça peut devenir des espaces publics? Est-ce que ça peut devenir éventuellement du stationnement? Est-ce que ça devient un jardin? Et voilà, tout ça, on veut travailler avec la population là-dessus. Voilà, donc on restera véatif à comment ces observations vont être transformées en actions concrètes dans les mois à venir. On parle maintenant action de nettoyage sur la plage de Déé pour la ponte des tortues. La Guadeloupe abrite de nombreux sites de ponte essentiels pour plusieurs espèces de tortues marines. Et à Déé, une grande opération a eu lieu de nettoyage pour pouvoir permettre à ces tortues de faire la ponte chaque année et de débarrasser ce site de déchets, notamment pour sensibiliser le public à l'importance de la préservation des espaces naturels. On voit un reportage de Michel Depape. L'association Le Gaillac, qui existe depuis 21 ans, fait des nettoyages de plages depuis au moins 15 ans. Aujourd'hui, on ne fait plus de nettoyage de plage parce qu'on ne veut pas dire aux malpropres « allez salir » et nous, on va ramasser après. Ceux-là, maintenant, on les pénalise, on porte plainte. Nous sommes une association de protection de l'environnement. On fait le nettoyage des sites de ponte pour la commune de Déé et de Sainte-Rose. C'est important aujourd'hui de nettoyer les sites de ponte parce que dans un peu moins d'un mois, les tortues vont commencer à arriver. Et l'idée, c'est qu'elles puissent trouver des plages propres. C'est aussi important d'avoir une action de sensibilisation par rapport à la conservation de l'environnement. Et enfin, c'est vrai que c'est une occasion pour nous de nous faire connaître parce que chaque année, on recrute des bénévoles. Et là, j'ai déjà une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par faire le suivi des tortues marines. Donc, c'est l'occasion de finalement de fédérer un peu tout le monde pour pouvoir former ensuite des nouveaux patrouilleurs, que ces personnes nous prêtent main forte pendant la prochaine saison. Nous, à Clean, on aime tout ce qui est nettoyage de milieux naturels et on s'est naturellement associé à eux pour le projet. Je pense qu'on a une des îles, l'île la plus belle de toute la planète et je tiens à ce qu'elle le reste. Donc j'aime vraiment nettoyer pour que quand les touristes ils viennent, ils disent « Waouh, putain les Guadeloupéens, ils ont la plus belle île au monde » et qu'ils soient fiers de nous, quoi. Le gars dit comme ça, la Guadeloupe, c'est en nous. Si c'est en nous que nous nettoyer, il y a au moins 70% de personnes qui ne sont pas nées en Guadeloupe qui sont venues. Alors, fais-nous nettoyer Guadeloupe en nous. Voilà, prenez conscience que c'est un devoir qui est partagé, la protection de notre environnement pour nous et pour nos enfants. On va enclencher avec Sylvie pour sa chronique et on lance le générique et on revient tout de suite. Bienvenue sur le plateau Sylvie. Aujourd'hui, pour améliorer l'efficacité professionnelle, on va parler d'autonomie et de responsabilisation en équipe. Alors, bienvenue. Pourquoi c'est si important? C'est important parce qu'une équipe qui est autonome et qui assume ses responsabilités, c'est une équipe qui est beaucoup plus motivée et plus engagée. Et donc, du coup, ça permet de booster les performances de chacun. Et c'est vrai que souvent on entend oui, mais si je laisse trop d'autonomie à mon équipe, ça va être le chaos, ou bien mais mon équipe n'est pas prête pour ça puisqu'ils sont trop jeunes, etc. Mais c'est un cercle vertueux, c'est quelque chose à commencer, à asseoir et puis à perpétuer pour que ça puisse fonctionner. Et puis après, vous verrez au fur et à mesure, l'équipe elle fera preuve d'initiative, les gens ils seront motivés et puis du coup, ça va fonctionner de mieux en mieux. Donc ça peut être un vrai levier d'efficacité, c'est ça? C'est ça, effectivement. Parce que quand une équipe est trop dépendante de ses managers, mais du coup, pour chacune des décisions que la personne elle doit prendre, elle ira se référer à son manager pour avoir une validation. Mais le manager, à ce moment-là, il se retrouve
débordé, submergé par toutes ces sollicitations, ce qui fait que des fois, on voit souvent dans les entreprises, des fois, les managers ils disent « mais j'arrive pas à avancer sur mon propre travail ». Parce que forcément, ils sont sursollicités, donc ils sont en train d'aider, d'accompagner à longueur de journée leurs équipes, alors que finalement, si c'était clair, les décisions que les équipes peuvent prendre par elles-mêmes sans venir solliciter le manager, ben déjà, on voit que lui, il avancerait mieux, les équipes, elles avanceraient également, et donc forcément, ben, tout le monde serait gagnant-gagnant. C'est ça. Exactement. Donc alors, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner comment il faut faire, quels sont... parce que souvent, on a l'impression que si on donne trop d'autonomie, on va peut-être perdre le contrôle, que ça va partir peut-être un peu à volo. Alors, c'est ça. Comment faire pour trouver le juste milieu? Ben déjà, il faut poser un cadre bien défini. Donc, déjà, décider ensemble de quelles sont les responsabilités de chaque membre de l'équipe. Jusqu'à où il peut prendre les décisions sans avoir à demander à qui que ce soit, ou même qu'il sache aussi, le collaborateur, à quel moment il peut aller solliciter une validation avant de passer à l'action ou de faire la tâche en question. Et donc, ce cadre-là, c'est toute la base pour que, justement, ça ne parte pas à volo. Donc, une fois que le cadre est bien défini, ça permet d'avoir les règles de fonctionnement ensemble et donc, après, de fixer des objectifs avec l'équipe bien précis et fixer les règles du jeu, comme on peut dire, avec du coup ce que tu peux faire, pas faire, à quel moment tu dois venir me demander avec qui tu peux travailler sur telle ou telle chose, expliquer les marges de manœuvre du coup de chacun. Après, on fixe des indicateurs de suivi. À partir de ces indicateurs de suivi, comme on ne peut pas tout contrôler tout le temps, mais déjà on veut soulager le manager, donc forcément il ne va pas être en train de contrôler tout le temps ce que les collègues y font, mais les indicateurs lui permettent de garder l'œil sur les résultats. Et surtout, comme pour tout, instaurer des rituels de feedback avec des points hebdomadaires, des bilans mensuels sur les activités pour pouvoir réajuster la stratégie et puis les actions de chacun. Et le dernier pilier, encourager la prise d'initiative. Il faut, en tant que responsable d'entreprise ou manager, chef d'entreprise, accepter que ces équipes peuvent tester ou expérimenter certaines choses sans craindre l'échec. Les remontrances. Les remontrances, c'est tout ça. Donc, il faut pouvoir... Oui. Exactement. Okay. Il faut pouvoir leur laisser une certaine latitude pour qu'ils puissent faire preuve d'initiative. Et il faut valoriser aussi au moment où, quand quelque chose est réussi, quand ils ont pris une initiative, ça a fonctionné, mais il faut valoriser ces réussites. Alors, j'ai juste envie de revenir sur le cadre clair parce que c'est vraiment comme si la fiche de poste, il faut vraiment qu'elle soit écrite. Oui, c'est ça? C'est ça. Avec tout ce que la personne peut faire. Mais toutes ses responsabilités, voilà, c'est ça, mais toutes ses responsabilités. Et du coup, aussi, juste à qui il peut aussi se référer en fonction de telle ou telle action qu'il aura à mener par rapport à son poste. D'accord. Et donc, oui, ça doit être écrit et bien clair pour les deux parties. Pour les deux parties, voilà. Comme ça, il n'y a pas de flottement, justement. Ça, et ça permet de revenir sur les indicateurs de suivi, comme tu dis, comme c'est cadré, du coup, si tu sors de ces indicateurs... On voit souvent les chiffres. On peut l'évaluer. Grâce aux chiffres, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on a le temps de réagir. Donc, moi, j'aime bien, quand je travaille avec des entreprises, instaurer des codes couleurs. Et donc, forcément, tant que c'est vert, tout va bien. Quand on commence à passer au jaune, c'est qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui commence à clocher avant qu'on arrive dans le rouge. Et donc, forcément, on peut réagir et réajuster au moment où on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien ou qui commence à décliner par rapport aux chiffres. Et là, on cherche une action à mettre en place pour revenir dans le vert, finalement. D'accord. Donc, l'idée, c'est pas de tout lâcher, mais vraiment de pouvoir encadrer au mieux ses collaborateurs. Tout à fait. Mais est-ce que toutes les équipes sont destinées à être autonomes? Bien sûr que c'est possible. Après, forcément, si on a une équipe qui n'a pas l'habitude du tout d'avoir autant d'autonomie, c'est quelque chose qu'il faut faire progressivement et mettre en place pour donner une habitude. Donc, forcément, la clé, c'est la progressivité. Il ne faut pas, du jour au lendemain, lui dire, bon, à partir de maintenant, voilà, tu fais ça et débrouille-toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va être soit la panique à bord aussi. Du coup, c'est quelqu'un qui est un peu fonceur. Il va y aller, mais quand il y a une erreur, il va dire, débrouille-toi, je fais comme j'ai pu. Donc, il faut y aller progressivement. Et donc, en 3 étapes, par exemple, la première, c'est d'identifier les décisions que l'équipe peut prendre elle seule,
d'abord, nous, toi, manager ou chef d'entreprise. Après, fixer les points réguliers pour ajuster, sans freiner les initiatives, mais ajuster les initiatives prises ou les décisions qu'ils ont prises. Et la dernière étape, forcément, il faut leur laisser un peu plus de place. Petit à petit, leur laisser de la place à l'initiative, leur laisser suggérer des choses, tester, parce que des fois, il y a de bonnes idées qui peuvent émerger de l'équipe. Toi, manager, tu n'as pas forcément la vue au jour le jour, sur les attentes, sur les besoins des clients, etc. Alors que l'équipe qui est au téléphone ou tout le temps en contact avec les clients, lui, il voit des fois des choses qui peuvent être améliorées. Il faut qu'il puisse faire preuve d'initiative pour améliorer le service rendu. Justement, pour ajuster sans freiner, c'est quoi la méthode? Parce que on a envie pas forcément d'être dans cette histoire de contrôle encore, mais comment on fait pour trouver le bon équilibre entre contrôle et pas freiner. C'est ça. Du coup, c'est de pouvoir bien discuter avec le collaborateur, de comprendre ce qu'il a envie de faire et jusqu'où il veut aller et selon lui, quel résultat ça va apporter. Et nous, à côté, on peut amener notre regard avec notre expertise pour lui montrer, effectivement, prendre ce qui est bon dans l'idée et lui proposer d'autres solutions, d'autres façons de faire avec notre expertise pour améliorer son idée. Et donc là, on ne le freine pas, au contraire, on est en totale collaboration avec lui et on avance. Voilà, donc, si on peut résumer, comment une entreprise, elle peut rendre ses équipes plus autonomes, comment elle doit faire? Premier point, c'est de commencer à définir le cadre avec l'équipe. Déjà, soit manager se demander qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme décision, jusqu'où ils peuvent aller. Donc, pour pouvoir définir ce cadre clair. Après, fixer les indicateurs de suivi pour pouvoir savoir à quel moment il faut ajuster la stratégie ou les actions mises en place. Et enfin, encourager la prise d'initiative, c'est important, puisque du coup, une entreprise doit innover. De toute façon, dans le temps où on vit, l'innovation est au cœur de tout ce qu'on vit maintenant et les entreprises ont besoin d'innover pour survivre ou vivre correctement. Donc, c'est les 3 points importants pour pouvoir poser ce cadre-là. Donc, c'est à tester. Les entreprises, les managers, il faut faire confiance à vos équipes. Avec qui on travaille, forcément. Bien sûr, voilà. Parce qu'on les a bien choisis, forcément. Voilà. On continue à les former pendant qu'ils sont avec nous et puis on avance ensemble. Est-ce que tu pourrais nous donner juste peut-être un défi aux personnes qui nous un défi pour cette semaine. Tout à fait, le défi de la semaine. C'est de déléguer une prise de décision à leur équipe et puis d'observer les résultats et d'échanger avec eux en fin de semaine pour voir les résultats ensemble et ajuster ou féliciter parce que peut-être que le résultat sera très positif. Bon, super défi. Merci Sylvie pour tes conseils. Merci, et à lundi prochain. À lundi prochain. Ah non, lundi prochain, on se retrouve après les jours gras. Après les jours gras. C'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va parler justement du carnaval et du BEMAO Mi-Mas qui a eu lieu hier. Un spectacle vraiment à grandeur nature avec des costumes éclatants, des percussions, de l'énergie. On revient sur cette belle parade de BEMAO qui a été suivie.
Voilà donc de belles images pour ce carnaval Bemao Mimas. Rendez-vous encore la semaine prochaine pour le clou du spectacle pour ce carnaval qui arrive à son terme. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Assia. Il sera question de relation à la nourriture, de passer de la culpabilité à la liberté. On revient. Et nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va maintenant parler avec Assia Sarah de comment transformer la relation à la nourriture, passer de la culpabilité à la liberté. Bienvenue Assia. Bonjour, bonjour à tous. Solaire aujourd'hui. On lance le générique et on revient. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Alors, Assia, aujourd'hui, on parle nourriture, mais avant, j'aimerais bien que tu fasses un petit retour sur la porte ouverte qui a eu lieu concernant le centre Régénérescence. Oui, alors la porte ouverte s'est très bien passée. Vraiment, c'était très agréable. On a eu un peu de tout public, des enfants, des parents, des seniors. Des enfants aussi. Oui, bah oui, la publicité est bien passée dans le sens où effectivement le centre Régénérescence intervient aussi pour les enfants. Et du coup, on a eu le plaisir de les accueillir et de leur faire des initiations autour de la gestion du stress, de la libération émotionnelle. Donc, c'était vraiment top. Plutôt positif. Oui, super. D'accord, félicitations. Aujourd'hui, tu vas nous parler de relation à la nourriture. Déjà, pourquoi est-ce qu'on mange plus que souvent notre faim, la sensation de satiété, et pourquoi souvent on a l'impression que les régimes ne marchent pas. À chaque fois, on essaye et pourtant, on n'arrive pas à perdre les kilos qu'on souhaite. Alors, déjà, pourquoi on mange beaucoup plus que notre faim ? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Je te remercie parce que une fois qu'on a effectivement mangé ce qu'il y a dans notre assiette et qu'on y retourne, soit on n'a pas mangé depuis la journée et c'est OK, on avait vraiment une grande faim, soit effectivement, il y a vraiment une notion de vouloir parer à un manque, combler un manque. Très souvent un manque émotionnel, tu vois, quand on est très stressé ou quand on est dans les émotions, quelles qu'elles soient, et ben manger, ça fait du bien. Manger, ça fait du bien, ça nous détend, ça nous fait déclencher des hormones de bien-être qui vraiment nous apportent un bien-être immédiat. Et voilà ce qui va faire qu'on mange beaucoup plus que l'on devrait normalement. Donc en fait, c'est cette sensation de bien-être qu'on recherche et qu'on cherche justement à garder dans le temps, qui permet de revenir sans arrêt à la nourriture? Eh bien oui, parce qu'en fait, ça va être notre principale source de bien-être quand on est très stressé. Et donc, si tu veux, on va vouloir y retourner. Alors souvent, on va sauter sur du sucre, sur du salé, sur des choses qui sont assez grasses, qui tiennent au corps et au cœur. C'est marrant que je dise ça. Ouais, comme quoi. Qui réconfortent le cœur. Oui. Et très souvent, tu vois, chez les personnes que j'accompagne, elles me disent qu'elles ont besoin de sentir que dans leur ventre, elles sont vraiment dans un état de satiété, jusqu'à sentir même une lourdeur du ventre. Et je crois, à juste titre, que ça réconforte, que ça rassure et que ça nous ramène même à des mémoires enfants quand on se retrouve en famille et que, tu vois, il y a des bonnes cuisines. Et du coup, effectivement, ce bien-être dans la nourriture, il se fait à ce moment-là, mais à court terme, malheureusement. Et donc, souvent, oui, à court terme, parce que la culpabilité d'avoir trop mangé, souvent, elle vient après, justement, et que c'est parfois difficile à surmonter cette émotion, parce qu'on se juge négativement. Oui, ce qui se passe, c'est que, tu vois, cette hormone qu'on a déclenchée de bien-être, il y a un moment donné, ça redescend. Donc déjà, on se retrouve hyper up, on est content, on a pris un bon repas, même un peu trop gras. Et puis après, il y a le mental qui reprend le relais en disant « Mais pourquoi j'ai mangé autant ? J'aurais pas dû, en plus, j'avais même pas faim. »
Et donc la culpabilité arrive en se disant mais j'ai vraiment pas de volonté d'avoir craqué comme ça, d'avoir mangé autant, d'avoir pris tout ce qu'il y avait dans le placard, de pas avoir su m'arrêter. Donc la culpabilité, elle arrive, elle pointe le bout de son nez. Sauf que cet état de culpabilité va nous rendre encore plus mal qu'on était avant. Sauf qu'avant, on était un peu inconscient de ce stress ou conscient. Hein, et si tu veux, ça va faire comme un effet boule de neige et un cercle vicieux. Et comment on fait justement pour s'arrêter ce cercle vicieux, cette spirale de oui, je mange, je suis contente, après je suis pas contente, je culpabilise. Et en fait, c'est un cercle non vertueux. Et comment on fait pour sortir de ça? Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer, enfin libérer dès la racine notre source de stress, tu vois, les émotions qui nous amènent à manger. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me remplir? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de recevoir ce bien-être-là dans des apports en sucre, dans le chocolat, dans des apports assez gras, dans le fait de remanger, d'aller vraiment pouvoir déjà prendre conscience de ça, aller chercher justement quelle est la problématique et s'en libérer en fait en profondeur. Donc ça ne sert à rien forcément de revenir sur des régimes de façon récurrente comme ça, énième régime qui ne va pas forcément solutionner le problème. Eh bien oui, parce que effectivement c'est ce qu'on appelle des régimes yo-yo. Où bien souvent les personnes que j'accompagne, c'est ce qu'ils ont essayé encore et encore parce que voilà, ils ont essayé de perdre du poids et la problématique c'est que tu es déjà stressé, donc tu manges beaucoup plus. Là, tu t'imposes encore du stress en arrêtant de manger, on te demande de limiter tes repas, donc tu es encore plus stressé. Donc tu vas tenir le temps qu'il faudra parce qu'on a tous cette volonté de vouloir perdre du poids. Sauf qu'à un moment donné, il y a craquage parce que le stress du départ n'a pas été libéré, les émotions n'ont pas été débloquées. Et du coup, encore une fois, tu vas reprendre et même j'ai même des personnes qui reprennent même 2 fois plus. Tu vois, donc c'est vraiment ce travail, en fait, c'est un travail superficiel. Donc si on n'intervient pas dès la racine, effectivement, on reste dans ce cercle-là. Donc voilà, c'est important de libérer les blocages émotionnels liés à la nourriture pour pouvoir avoir un meilleur suivi après sur la nutrition et ce qui est bon pour son corps. Oui, c'est vraiment essentiel de pouvoir effectivement libérer son stress pour pouvoir retrouver pleinement déjà sa joie de vivre au départ, retrouver une certaine sérénité, libérer ses émotions. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec beaucoup de rancœur et qui vivent avec ça et qui sont dans ces cercles-là de nourriture. Et je pense que toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit du stress professionnel, familial, la libération d'émotions, quelles qu'elles soient encore, c'est vraiment essentiel de pouvoir les libérer. Parce qu'une fois que tu as retrouvé cette joie de vivre, cette sérénité, premièrement, tu vas pouvoir manger beaucoup plus en conscience. Et lorsque tu te feras accompagner, tu adopteras une alimentation plus plaisir, beaucoup plus goûteuse, équilibrée, et ça te semblera beaucoup plus normal. Okay. Tu vois, tu ne seras pas frustré. L'idée, c'est pas d'être frustré, c'est vraiment de pouvoir prendre plaisir à manger. Mais ça, il faut pouvoir se reconnecter à son corps et libérer avant tous les blocages. Donc, j'imagine que tu vas en parler lors de ta conférence de vendredi. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cette conférence ? Oui, alors cette conférence, elle est effectivement pour les personnes qui souhaitent se défaire de ce poids émotionnel qui conduit inévitablement à du poids physique et pouvoir justement se reconnecter à son corps, retrouver plaisir à manger de manière saine et goûteuse et surtout sans régime et sans frustration. Donc la thématique de la conférence, c'est vraiment pouvoir manger et être en toute liberté sans culpabiliser. Voilà. D'accord. Donc c'est vendredi 18h30, donc au centre Régénérescence où on peut te retrouver maintenant. Est-ce que c'est gratuit, c'est payant? Comment on fait pour Oui, la conférence est totalement gratuite, donc c'est vraiment la conférence à ne pas rater. Et c'est au centre Régénérescence qui se trouve à Morne-à-l'Eau, limite Perrin-les-Abîmes. Et comment on fait pour s'inscrire? On appelle le 28 57 18 06 90 28 57 18. Et voilà, on demande juste à s'inscrire. Donc, il faut prévoir 1h30. À l'issue de ça, j'imagine que tu proposes un accompagnement aussi.
Oui, effectivement, pour les personnes qui le souhaitent et qui n'arrivent pas à en se défaire, lorsqu'ils auront déjà reçu la conférence ou pas, hein, s'ils ne peuvent pas être disponibles, je reçois pour les accompagner au mieux à libérer leur stress, libérer leurs émotions et vraiment retrouver cette connexion à la nourriture qui reprend toute sa place en fait, retrouver cette reconnexion au corps, au plaisir de manger. D'accord. Donc, rendez-vous vendredi 28, donc cette semaine, oui. 18h30, pour voilà, changer sa relation à la nourriture et passer la culpabilité à la liberté. Et après, se faire accompagner par toi. Et j'imagine qu'il y a d'autres techniques que vous pouvez mutualiser. Voilà, c'était le terme que je cherchais au sein de ce centre, puisqu'il y a plusieurs thérapeutes. Exactement. Au sein de ce centre, en fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes de manière globale et profonde. Et de ce fait-là, on a différents thérapeutes, experts qui interviennent. Par exemple, quand on parle de perte de poids, on fait tout ce qui est drainage lymphatique, tu vois, détoxification du corps par l'alimentation, par les émotions. Il y a tout un espace autour du bien-être pour la reconnexion à son corps, se retrouver beaucoup plus légère et adopter cette alimentation saine et plaisir pour soi. Ok, très bien. Rendez-vous donc vendredi, Centre Générescence. On redonne le numéro de téléphone pour ceux qui veulent. 06 90 28 57 18. Merci voilà, Assia. Merci à toi, à bientôt. À très bientôt. On va conclure notre émission aujourd'hui. Nous avons reçu donc Danielle Minacci, conseillère départementale, présidente de la commission environnement, solidarité énergétique et prévention des risques majeurs. Elle nous a fait un petit bilan sur sa commission pour l'année 2024 et les perspectives à venir pour 2025 et 2026. Il a été question de l'écoparc, d'une ferme à la Ramée-Sainte-Rose et d'un jardin urbain sur le jardin d'essai. Avec Sylvie Rosier, chroniqueuse du ZCL, elle nous a parlé de comment développer l'autonomie et la responsabilisation pour une équipe plus efficace. Elle a parlé de l'importance d'un cadre clair, d'indicateurs de suivi et d'encourager la prise d'initiative. On vient de voir Assia qui nous a parlé de sa conférence qui aura lieu ce vendredi au Centre Régénérescence. Au niveau de l'actualité, on a évoqué la visite du département à Marie-Galante avec l'ouverture de l'aérodrome et différentes actions qui ont été mises en place sur ce week-end, 2 jours où ils ont pu parler d'actions concrètes pour le développement du territoire. On est allé sur Petit-Bourg pour parler du diagnostic en marchant, notamment sur le réaménagement du secteur de Bovis. On était sur Dé pour parler du nettoyage de la plage, notamment pour la ponte des Tortues, qui est bientôt proche. Nettoyer les plages, c'est un acte civique et un devoir partagé. Et on a fait un petit retour sur le Bémao Mimas, grand spectacle à ciel ouvert. Le carnaval commence à monter en pression et donc la conclusion ce sera la semaine prochaine pour ce carnaval. Voilà pour l'actualité. À la réalisation c'était Yann avec le soutien de Satiam. On se retrouve demain pour le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et faites attention à vous. Et si tu osais enfin briller? Un moment rien que pour toi, pour recharger ton énergie. Découvre les clés du mindset, de la confiance et du charisme. Reconnecte-toi à ta puissance intérieure. Partage, inspiration et transformation. Entoure-toi de femmes ambitieuses comme toi. Un talk puissant, des outils concrets, des connexions inestimables. Rejoins-nous le 9 mars à la Maison Victoire et active la meilleure version de toi-même.